Tu te sens de le faire? Oui? Ok. Véro. Ça va. Ça va. On souffle bien, on respire bien. C'était le matin. Je faisais ma toilette, je voulais mettre mes lunettes, mais j'avais du mal. J'avais une sensation bizarre à un doigt, comme s'il était mort. Je suis descendu, j'ai dit à ma femme, « Il y a un truc qui ne va pas avec ma main. » J'ai commencé à nettoyer la table, elle m'a arrêté et elle m'a fait asseoir. Elle m'a dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne comprenais rien. Elle me parlait, mais j'étais incapable de répondre. Plus rien. On a téléphoné aux pompiers. Notre fils était là, il a appelé. Ils ont regardé, ils ne pouvaient rien faire. Alors ils m'ont emmené faire un bilan à l'hôpital. Et c'est là qu'on a diagnostiqué l'AVC. J'étais surpris, je n'avais jamais été malade. Ça m'est tombé dessus à 69 ans. Après, évidemment, on m'a donné des médicaments, on m'a fait des analyses, et depuis, j'ai un traitement à suivre à vie. Je ne savais même pas ce que c'était. Je n'en avais jamais entendu parler, je n'avais pas eu l'information. Quand je suis allée regarder, je me suis rendu compte qu'il fallait agir dans les 3 premières heures pour sauver la personne. Sinon, elle pouvait décéder ou rester paralysée. J'ai découvert tout ça et je ne le savais pas. Heureusement qu'on a réagi très vite, on a réussi à le sauver. Quand j'ai eu mon accident en Mongolie, j'avais 23 ans. Donc, j'étais pas transportable. Donc, je suis restée en Mongolie pendant 2 jours. Mais il n'y avait pas de moyens, etc. Donc, pas de possibilité de faire un diagnostic. Et après, une fois que mon état s'est stabilisé, on m'a envoyée à Séoul dans un premier temps, où j'ai été perfusée, j'ai été sous morphine. On m'a mis une sonde pour manger, parce qu'en Mongolie, j'étais complètement déshydratée. Ils n'avaient pas compris que je pouvais pas manger. Et ma mère nous a rejoints. Et 12 jours après, on a été à Sainte-Anne à Paris. Et en fait, en 4 heures, je pouvais plus marcher. Enfin, j'étais tétraplégique. Je pouvais plus parler, plus marcher, plus rien. Et en gros, je pouvais juste plus manger. Et en gros, je pouvais juste cligner des yeux. C'était en 2014. J'étais à la maison et je me suis écroulée. Je pouvais plus rien faire. J'ai vu les pompiers, mais je ne comprenais rien. J'étais ailleurs, complètement KO. Après seulement, j'ai appris que c'était un AVC. Après, en 2015. Un AVC, c'est le fait que de manière brutale, une région du cerveau souffre pour des raisons vasculaires. De 2 choses l'une, ou bien un vaisseau se bouche, et à ce moment-là, il va y avoir ce que l'on appelle un AVC ischémique. Et c'est de loin le mécanisme le plus fréquent des AVC. L'autre possibilité, c'est qu'un vaisseau se rompe, qu'il y ait une hémorragie. Et à ce moment-là, on parle d'hémorragie ou d'hématome cérébral. Une flaque de sang s'étend à l'intérieur du cerveau. Le traitement des AVC est une grande urgence. C'est une urgence parce que quand un vaisseau se bouche, pour espérer que la zone détruite soit la plus petite possible, il faut le plus rapidement possible
détruire le caillot. Aujourd'hui, on va surtout insister sur les symptômes, donc à connaître pour repérer très facilement et très vite un AVC, parce qu'on va voir que c'est un problème de temps et qu'il faut aller très vite. Un des principaux signes, c'est une paralysie, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de mal ou vraiment que vous allez être incapable de bouger soit un bras, soit une jambe, soit les deux. Souvent, c'est du même côté. Ensuite, un autre signe, c'est la bouche, on dit qu'elle tombe, c'est-à-dire que vous avez là la photo tout en bas, vous voyez la dame sourit en fait, mais il y a un seul côté qui sourit et l'autre côté ne sourit pas, ne bouge pas du tout. Un autre signe très important, vous risquez de ne plus comprendre ce que vous dit l'autre. C'est brutal, ça s'installe en quelques secondes ou minutes, c'est-à-dire d'un seul coup, brutalement. Si vous ou un de vos proches présente tous ces symptômes, ou un seul de ces symptômes, il ne faut pas qu'ils soient tous ensemble, mais un seul suffit, il faut aller très vite aux urgences. En deuxième partie, on peut passer à une séance de questions-réponses. Alors en fait, au départ, on a dit qu'on pouvait faire appel aux voisins pour nous aider. Là, je suis d'accord, mais imaginons qu'on n'ait pas de portable, par exemple. Les voisins ne sont pas là ou qu'on n'ait pas de voisins. Comment je fais? Ce sera trop tard dans ce cas-là, si je suis seule et que j'ai un AVC. Effectivement, c'est une bonne question. Moi, je me la pose également. Comment les patients sourds peuvent-ils prévenir les secours si on n'a pas de voisins, si on n'a pas de portable, si on n'a pas de famille proche? Il faut trouver déjà la solution avant même qu'elle arrive pour ne pas être pris au dépourvu à ce moment-là. Il y a le service 114, mais c'est par SMS. Donc parfois, dans le cadre d'un AVC, déjà, c'est plus long. Et c'est pas forcément évident de taper les SMS ou parfois même si dans certains AVC d'être cohérent dans le SMS. Donc c'est pas forcément une solution, mais ça peut être une solution si c'est vraiment la seule que vous avez. Ma sœur m'a envoyé un texto. Ton oncle est tombé. Il est à l'hôpital. J'étais choquée. Je me suis mise à pleurer. Je ne savais pas encore ce qui lui était arrivé. J'ai foncé à l'hôpital, j'ai demandé ce qui se passait, on m'a dit que c'était un AVC. Mais c'est quoi un AVC? J'étais en colère. J'ai cherché sur Internet. Il y avait des explications, mais ce n'était pas clair. Il y avait trop d'infos. Ma mère m'a bien expliqué, très simplement, que c'était un vaisseau bouché dans le cerveau. Je ne savais pas ce que ça voulait dire précisément, ni d'où ça venait. Et puis, il est mort. Je n'ai pas du tout accepté, ça a été très difficile. Et ça l'est encore maintenant. Avec les cours que j'ai suivis sur l'AVC, j'ai mieux compris ce qui était arrivé à mon oncle. Et d'assister à la conférence, ça m'a permis de découvrir encore des choses. Je pense que maintenant, je vais pouvoir l'accepter. Des unités spécialisées pour lutter contre les AVC se sont développées. C'est ce que l'on appelle les unités neurovasculaires ou UNV. Un plan s'est mis en place sous l'égide du ministère de la Santé entre 2010 et 2014 pour multiplier ce nombre d'UNV en France. Pourquoi ces UNV sont si importantes? C'est parce qu'elles réunissent un ensemble de professionnels qui sont formés pour permettre d'appliquer les traitements le plus rapidement possible et de prévenir les complications précoces des AVC. Et ces professionnels, ce sont des médecins, les neurologues, mais aussi
des infirmières et des aides-soignantes qui prennent en charge les malades, les surveillent, mais aussi des spécialistes de la rééducation, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, qui aident les malades à commencer à travailler pour lutter contre leur handicap. C'est ce que permet de rassembler une unité neurovasculaire. Donc un malade reste en unité neurovasculaire une grosse dizaine de jours. Un certain nombre de malades vont partir en centre de rééducation, qui ne sont en suite de soins, qui ne sont pas les mêmes selon que les patients peuvent avoir une rééducation très intensive ou, s'ils sont plus âgés notamment, moins intensive. Et puis, un certain nombre de malades vont rentrer directement chez eux avec des aides qui vont être des aides pour les soins de la vie de tous les jours et puis pour aider à récupérer, kinésithérapeutes, orthophonistes qui vont se poursuivre à la maison. J'avais 7 heures à peu près d'exercice par jour et notamment des cours d'orthophonie, des séances d'orthophonie et donc pour apprendre à parler, pour apprendre à déglutir, à manger par la suite. Des cours d'ergothérapie pour apprendre la manipulation des mains, pour apprendre à être autonome, pour apprendre à se servir d'un fauteuil roulant, etc. J'avais des cours de kiné. Et après, l'après-midi, j'étais aussi motivée parce que j'avais tout le temps mes amis. Enfin, ma sœur avait fait un doodle. Et du coup, les amis s'inscrivaient par jour. Il y avait toujours quelqu'un, mais pas nombreux, mais toujours 1 ou 2 personnes qui venaient. C'était continu. Et ma famille, qui venait tous les jours aussi. Et du coup, j'étais motivée par ça parce que je savais qu'en fin de journée, j'avais de la vie. Voilà. Oui. T'es maquillée. T'es maquillée. Ah. C'est joli. Et tu te sers pas un fauteuil électrique. Mais tu te sers pas. Faut jamais. Coubert. Ah, quand tu vas faire les courses, tu vas toute seule. C'est bien. Tant mieux. Elle avait de l'hypertension, très stressée. Puis bon, disons qu'avant son AVC, il y avait quand même pas mal quelques problèmes de santé. Beaucoup de stress et sans qu'on ait été prévenu par des symptômes ou quoi que ce soit, c'est arrivé juste comme ça. Alors, en fait, j'ai pas vraiment compris qu'elle était hémiplégique tout de suite, puisque après son AVC, elle a fait 3 semaines de coma. Et du coup, la suite était pas encore visible. Et en fait, je pense qu'après son coma, pendant la période où elle était dans le coma pendant assez longtemps, les médecins nous ont dit qu'il n'y avait plus de chance, entre guillemets, qu'il n'y aurait pas de possibilité, il n'y aurait pas de mieux, en fait. Donc, il y avait aussi l'option où ils allaient la débrancher parce qu'elle était vraiment assistée, comment dire, elle avait une assistance respiratoire, pardon. Quand on a eu la nouvelle que finalement, en un week-end, en fait, elle a commencé à réagir tout de suite. Est-ce que tu te rappelles? Tu as des souvenirs? Début, non? Ouais. De quoi? Oui. Coma. Oui, tu te rappelles pas? Après. 2015. Ouais. D'accord. Très vite, on a été bloqués par le fait qu'elle n'entendait pas.
Et parfois, on s'est retrouvés à faire des demandes pour qu'elle soit dans des instituts où c'est arrivé qu'on nous dise on n'a pas la structure pour... On pourrait l'accueillir, mais voilà, c'est une personne qui a été atteinte d'AVC et en fait, on n'est pas équipé pour accueillir quelqu'un qui, en plus de ça, n'entend pas. Et la communication est difficile. Ce qui est bien, c'est que voilà, la plupart des sourds, ce qui est bien et ce qui est aussi, entre guillemets, malheureux, c'est que la plupart des sourds savent s'adapter. Généralement, c'est eux qui oralisent ou qui comprennent les entendants. Donc tant mieux parce que la communication se fait quand même. Mais ça prouve quand même qu'il n'y a pas d'établissement qui existe pour ça, quoi. Si tu as mal, tu me dis. T'aimes pas celui-là, hein? Et l'autre, ça va mieux l'autre? On a un jeu avec Véronique de savoir quand est-ce qu'elle arrête de se ronger les ongles. C'est pas gagné. Effectivement, j'ai eu peur qu'elle progresse pas. Justement par rapport à ce problème-là d'infrastructures qui n'étaient pas adaptées, et aussi en la voyant, parce que je voyais très bien que dans certains endroits où elle était, en fait, le fait de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir parfois être comprise, etc., je voyais que ça impactait clairement sur son moral. Disons que oui, ça a forcément eu un impact sur ma vie et sur notre vie à tous. Notre relation a changé, ouais, dans le positif. Parce que du coup, on s'est rapprochés et que voilà, ça nécessite quand même... Enfin, non, mais c'est vrai que ça crée des liens en plus, quoi. Et ouais, après, ça demande effectivement ça change, en fait. Ça demande de s'adapter, comment dire? Oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui change complètement sa vie, quoi. Donc voilà. On dit assez souvent que l'AVC est une maladie familiale, parce que quand une personne est handicapée à cause de son AVC, eh bien, le conjoint, l'autre du couple, va devoir réorganiser sa vie pour aider quelqu'un de handicapé. Donc dans les séquelles visibles, il y a les séquelles motrices. La personne qui garde des séquelles d'une hémiplégie va marcher avec une jambe raide, va parfois perdre son bras, qu'elle ne pourra plus utiliser. Et puis il y a les séquelles sur le langage. L'aphasie est un grand signe d'AVC et les conséquences de l'aphasie sont parmi les séquelles les plus sévères parce que les personnes, si elles restent aphasiques, vont avoir un gros risque de désocialisation. Avant, c'était à moi. Quand je travaillais à l'ARIS. Je donnais des cours à des entendants et j'avais ça. Maintenant, c'est pour moi. Pour me remémorer. Par exemple... orange, vert. Le diagnostic d'aphasie chez un patient sourd peut être difficile à poser par les médecins en général, puisque pour se rendre compte que le patient a des problèmes phasiques, il faut pouvoir échanger avec lui en langue des signes. Moi, dans ma carrière, j'ai eu au total 3 situations d'aphasie chez des sourds.
Et dans les 3 situations, les premiers médecins qui avaient été amenés à voir ces patients en charge en urgence et les neurologues par la suite, n'avaient pas du tout posé le diagnostic d'aphasie puisque eux-mêmes ne se rendaient pas compte de la difficulté. Ils se retrouvaient face à quelqu'un qui essayait d'articuler des choses mais ils ne comprenaient pas et qui faisait des gestes mais eux ne se rendaient pas compte que ces gestes n'avaient pas de signification. Normalement, ce sont les orthophonistes qui prennent ça en charge. Mais s'agissant de patients qui s'expriment en langue des signes, les orthophonistes sont souvent assez démunis. Donc il faut rééduquer la langue que le patient pratique. Et donc c'est là qu'il y a une difficulté liée au fait que peu de personnes, voire personne, n'est formé à rééduquer la langue des signes. Je me suis rendu compte que c'était important qu'elle nous voie parce que quand il se passait autant de temps et que je revenais la voir, elle perdait tout ce qu'elle avait gagné dans son apprentissage en fait. C'est-à-dire que je la voyais, par exemple, en février, on arrivait plus ou moins à communiquer, je voyais qu'elle avait fait des progrès. Si je revenais 2 mois après, on revenait à la case départ, vraiment. Et là, c'est vrai que plus je la vois, plus on communique et plus elle récupère. Et puis bon, maintenant, elle est beaucoup plus à l'aise qu'avant. Et puis bon, voilà, maintenant, parfois je la reprends. Je pense que ça l'aide vraiment, en fait, de communiquer. Enfin, c'est ce qui est important pour qu'elle puisse garder la langue, quoi. L'AVC est favorisé par un certain nombre de facteurs sur lesquels on peut agir. Le principal de ces facteurs, et de très loin, c'est l'hypertension artérielle. Le deuxième grand facteur derrière, c'est le tabac. Et le tabac est lié à une augmentation du risque d'encrassement des artères et donc de provoquer un AVC. Derrière, il y a toute une série de facteurs qui sont moins importants quantitativement, mais qui ont une importance de potentialisation, d'augmenter les 2 grands facteurs, et en particulier l'hypertension artérielle. C'est le diabète, c'est le fait d'avoir une consommation immodérée d'alcool, c'est le fait d'avoir une hygiène de vie défaillante, ne pas faire suffisamment d'activité physique, ou encore être porteur d'une obésité, manger de manière inappropriée, voilà. Et puis il y a un certain nombre de facteurs qui sont rattachés à des catégories particulières. Je pense à la migraine ou à la pilule œstroprogestative chez la jeune femme. Je pense à la consommation de stupéfiants chez les jeunes. Ça, c'est un facteur important. Aujourd'hui, je suis en train de préparer mon dossier à la CRCI avec mon avocat, qui est donc la récolte de mes dossiers médicaux, mes bulletins de paie, etc. Et je fais cette procédure judiciaire dans le but de faire accepter ce facteur pilule, qui est pour moi un des facteurs de l'AVC, de mon AVC. Du coup, réparer financièrement et moralement surtout tous les dommages collatéraux dus à cet accident. J'ai demandé au médecin « Et si j'arrêtais les médicaments ?» Il m'a répondu « Il y a toujours un risque d'AVC, ça peut être fatal. » Donc, je dois continuer. Avant, quand il skiait, il y allait à fond. Mais l'AVC a tout changé. Et je le surveille. Il ne doit pas faire d'efforts, il doit rester prudent parce que son cœur s'emballe. Les enfants l'entendent. Oh là là, papa, il respire fort. Moi, je n'entends pas, mais comme tout le monde le regarde, je me rends compte que sa respiration ne va pas, qu'il faut qu'il se calme. Il doit réduire les efforts, arrêter de descendre tout chousse. Et puis avec l'âge, il n'a plus 20 ans, c'est fini, il doit faire attention. Il a réduit le ski. C'est pas facile, mais il doit ménager son cœur, c'est son principal problème. Il ne faut pas qu'il bouge trop, il doit y aller doucement. Je vais vous mettre un peu dans le noir, dans la pénombre. Je vais aller éteindre la lumière pour que vous puissiez avoir cette pénombre pour vous relâcher un petit peu plus. D'accord ?